ce qu'il était dans son parti précédent, où son mandat n'a plus la même valeur que tous les autres députés, collègues députés des autres partis qui n'ont pas bougé. Où est-ce que c'est écrit? Ça, c'est ce que Abdourahmane a dit. Est-ce que ce que tu nous dis là, c'est écrit quelque part à ton argumentation? Tu as la parole. Oui, Aimé, vraiment pour que ma mémoire n'oublie pas par le professeur Moïse, afin de chuter sur Abdourahmane. D'ailleurs, voilà, les réponses seront concordantes. Alors, Moïse dit s'expliquer un homme. Vas-y. Alors, je voudrais commencer par mon sémillant collègue. Lorsqu'il dit que lorsqu'un député est nommé membre du gouvernement, celui qui le supplée, en fait, le suppléant assure directement la pleine fonction, mais c'est prévu par la loi. C'est prévu par les textes. Et quand on parle de suppléant, le suppléant rentre dans les procès-verbaux. Pardon, il a pris simplement le cas de la nomination, mais pourquoi il ne prend pas le cas du décès? Quand maintenant le titulaire décède, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas le suppléant qui le remplace, on organise les élections. On organise les élections. Donc, les exemples qu'il prend sont liés à l'existence de la loi, qui est le fondement de la loi. Donc, il ne peut pas justifier cela. La question que vous lui avez posée est pertinente. Est-ce qu'il y a eu un cas où un transfuge est parti du parti A et a conféré l'éligibilité au parti B? Non. Ce qui se passe simplement, c'est ce que la mobilité politique permet à l'élu de se mouvoir politiquement, d'entrer dans les groupes, comment dire, les groupes parlementaires, s'il a migré dans une autre formation politique. Mais cela, la question de fond reste. L'appartenance politique des sénateurs nommés. Comment est-ce que vous déterminez l'appartenance politique des sénateurs nommés? Mais, professeur, c'est toujours la loi. C'est la loi qui le précise. Il y a deux manières pour être sénateur au Cameroun, deux voies. La voie de l'élection, les 70 sont élus, et la voie de la nomination, qui est réservée à la discussion unilatérale du président de la République. Oui, comment est-ce que vous déterminez que tel sénateur est du FDPC ou de l'UDC? Comment est-ce que vous déterminez que tel sénateur est du FDPC ou bien de l'UDC? Comment est-ce que vous le faites alors que le décret ne lui donne aucune appellation politique? Oui, le décret ne spécifie pas. Mais comme dans le cas du député de l'UPC, on connaît que c'est un militant de l'UPC. C'est connu. Quand il est nommé par un décret du chef de l'État, on sait, et on ne le dit pas expressément sur le décret, mais on sait que c'est la voie qui est prévue par notre nomenclature juridique. Oui, professeur. Donc, Aimé Boni, il y a deux voies que j'ai évoquées. Deux voies que j'ai évoquées. L'élu a deux vies, la vie politique et la vie juridique. Et vous savez, nous sommes dans l'encadrement juridique des phénomènes politiques, comme le dit Jean Gicquel. Et à ce niveau, on se rend bien compte que la conception politique du mandat impératif, donc, qui est nul, devient claire. L'élu n'est pas frappé de déchéance quand il ne respecte plus les consignes de son parti, quand il n'est plus responsable devant son parti. On lui donne donc la possibilité de se mouvoir comme il peut, mais avec conséquence négative de ce que il ne peut pas transférer l'éligibilité. Et c'est l'article 3 de la Constitution qui nous le dit, qui est clair. Les partis politiques et formations concourent à l'expression du suffrage. Maintenant, il y a à cela l'élément que nous avons ajouté tout à l'heure, les candidatures indépendantes. Vous voyez que nous avons ajouté tout à l'heure, mais c'est la loi qui fixe tout cela. Maintenant, autre chose. Attends, s'il te plaît, attends. On va dire l'article 3, puisque tu as évoqué ça. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leur activité conformément à la loi. Est-ce que cet article-ci, les partis politiques, les élus des partis politiques ne peuvent pas transumer d'un parti à un autre en emportant la plénitude de leur mandat? Est-ce que c'est là que ça se dit? Bien sûr, Aimé Boni, voici l'article initial de la Constitution qui fonde l'investiture. Cet article 3 de la Constitution.
c'est cet article qui fonde initialement, si vous voulez, de manière principielle, l'investiture des candidats. Parce que on dit bien que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Oui. La seule fois que nous, on utilise le présent, renvoie déjà à un caractère d'obligatoriété. C'est-à-dire que fait, comment dire, exigence, fait nécessité aux partis politiques de concourir à l'expression du suffrage. C'est-à-dire de rechercher les suffrages, de rechercher les votes, d'avoir des élus. C'est ce que veut dire cette disposition pertinente de notre Constitution. Alors, j'ai indiqué ici que le seul fait pour un candidat d'être élu et de quitter son parti A pour aller au parti B, c'est ça, par exemple, quand on a dit le député représente la nation, ça veut dire que tout député ne travaille que pour l'intérêt général. C'est-à-dire que peut appartenir à n'importe quel parti politique, peut transiger, peut transmuter, assure le contrôle de constitutionnalité, pardon, j'allais dire l'élaboration des lois, le contrôle de l'action gouvernementale, la fonction de représentation et la fonction dynamique institutionnelle. Donc, voilà ce qui est expressément dit. Alors, dans la logique, et ça, je me réfère à un exemple pour lequel ils n'ont pas pu me répondre jusqu'ici. Est-ce que le fait qu'il y a donc une transhumance politique modifie la vie juridique? C'est-à-dire que la modification des procès-verbaux. L'arrêt, le Conseil constitutionnel a déjà pris un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée. Donc ça veut dire que pour que la transhumance politique entraîne l'effet de transmissibilité de l'investiture, il faudrait que le Conseil constitutionnel recasse son arrêt, reconsidère la nouvelle position pour que nous soyons dans la véritable vie juridique de l'élu. Voilà ma démonstration qui est simple. Alors, on ne peut pas avoir un élu par césarienne, monsieur Boni. On ne peut pas avoir un... Professeur, oui. Ce que l'opinion veut savoir, parce que je lis quand même, ce que l'opinion veut savoir, est-ce que ce que tu dis là est consigné dans un article soit de la Constitution, soit du Code électoral? Est-ce que c'est consigné exactement tel que tu dis? Oui, je vous cite l'article 3 de la Constitution. C'est cet article qui fonde l'investiture. Il n'y a pas deux. Non, mais attends. Oui, l'article 3 dit que pour faire partie de la vie politique d'un pays et participer aux élections, il faut appartenir à un parti. OK. Mais il nous semble qu'il y a aussi un article qui dit que le mandat n'est pas impératif, que le député appartient à la nation. Donc, une fois qu'il a été élu, puisqu'il a participé à l'élection, une fois qu'il a été élu, il peut partir d'un parti à un autre. Ça, c'est ce que la loi nous dit. Mais est-ce qu'il y a dans un article qui dit que comme tu pars là, dans un autre parti, tu ne peux pas utiliser ou jouir, ou faire jouir ton nouveau parti de la plénitude de ton mandat? Moi, je veux savoir s'il y a quand même quelque chose qui apporte cette précision. Bon, est-ce qu'il y a aussi un article qui précise que quand l'élu A quitte le parti A pour aller au parti B, il transfère l'éligibilité à ce parti? Tous les cas de jurisprudence que mon sémillant collègue a cité, Moïse Tchinchera a cité, c'est des cas de transfert, c'est-à-dire qu'il part dans un parti, il entre dans l'activité politique que je suis en train de relever depuis. Il entre dans l'activité politique. Voilà. Mais il n'a pas permis à ce nouveau parti-là d'aller aux élections parce qu'il est venu avec son mandat, si je comprends bien. Il ne peut pas avoir un enfant, c'est toi qui es médecin, il ne peut pas avoir un élu par césarienne, monsieur Aimé Boni. Alors, Abdourahmane veut rebondir. Vas-y. Vraiment, moi, je pense qu'on se perd et on perd ceux qui nous écoutent ce soir. La notion de l'élu d'un parti n'existe plus à partir du moment où on proclame les résultats de l'élection. Le professeur Essomba est revenu sur la notion de l'autorité de choses jugées. Peut-être je me serais attendu à ce qu'il parle même peut-être de la force de choses jugées.
Parce qu'en réalité, cela ne peut concerner que la proclamation des résultats, pas les PV. Les PV sont, on a bien dit, on est revenu sur ça, mais en même temps, on n'avance pas. Il est clair, je pense que le professeur, il vient de lire même la version en anglais qui est plus explicite. Maintenant, pourquoi on revient sur les PV? Les PV ne sont qu'un instrument pour comptabiliser les votes. Les partis politiques ne sont qu'un instrument pour présenter les candidats au jeu politique. Maintenant, quand on parle d'autorité des choses jugées, je pense que ça doit être par rapport à la proclamation des résultats, pas par rapport au PV, à ce qui est consigné dans les PV. Et on proclame les résultats, on vient de dire, on fait des candidats des députés. Je voudrais bien qu'on revienne, s'il vous plaît, dans la Constitution. Et depuis là, je voudrais qu'on me dise à quel moment est-ce que la Constitution a prévu qu'il y ait un représentant d'un parti politique au sein des institutions qu'on a citées, l'Assemblée, le Sénat ou le Conseil régional ou même le Conseil municipal. Mais si nous allons, à chaque fois nous sortons de la Constitution pour aller ailleurs, ben, on ne va pas s'en sortir. Dans bientôt, ça va faire 3 heures. Moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui pourrait m'intéresser à titre personnel, et peut-être certainement pour tous ceux qui nous regardent ce soir, c'est de dire que nous avons un cas concret et comment on fait. Et moi, j'ai essayé d'indiquer une voie en saisissant le Conseil électoral de l'ECAM, qui est juge de la recevabilité des candidatures, pas sous l'angle du conflit ou de l'inconstitutionnalité de l'alinéa 2 de l'article 121, mais sous l'angle de savoir quelle est la législation applicable. C'est-à-dire qu'on nous dise qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, mais sur quel pied vont danser les candidats potentiels? Parce que si vous êtes Camerounais, vous réunissez potentiellement toutes les conditions générales d'éligibilité et ainsi de suite. Si vous voulez être candidat aujourd'hui, vous faites comment? Vous vous référez à quel texte? Et alors là, moi, j'ai essayé de transformer ça en un litige préélectoral. J'aimerais bien qu'on discute de ça, des possibilités qu'il y a, mais pas de sortir, on a débattu. J'ai l'impression, pardonnez-moi, que sur ce débat-là, on est reparti, on est revenu dans la Constitution et à chaque fois, le professeur Essomba nous ressort de la Constitution. Et quand on sort de la Constitution, on n'est plus encadré. Il n'y a plus aucun encadrement. Après, on peut dire tellement de choses. Moi, vraiment, pardonnez-moi, j'insiste encore qu'on revienne dans ce cadre-là. Et puis la dernière partie, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, qu'on aille vers comment on fait, qui doit arbitrer et dans quelle mesure cela doit être fait. Alors, très bien, très bien. Et pour cela, je vais faire une proposition. On va écouter rapidement l'avis de quelqu'un qui n'est pas avec nous, mais qui aujourd'hui est un peu un pavé dans la mare, a critiqué d'ailleurs plusieurs experts universitaires, hommes de droit, sur l'interprétation de ce fameux article 121. Donc nous allons l'écouter et nous allons lire l'article 121 et son alinéa qui est querellé. Nous allons donc essayer de débattre sur ça rapidement avant de sortir. Donc, vous me permettez, je vais mettre cet élément rapidement. Et tous mes collègues universitaires et surtout les politistes et les juristes et implorer vraiment l'indulgence de tous les universitaires qui malheureusement je dirais même s'insultent pour des raisons d'interprétation du texte constitutionnel. Et je voudrais leur dire que, chers collègues, vraiment n'oubliez pas que nous sommes des formateurs. L'enseignement, c'est le sacerdoce. Je crois que, comme vous et bien d'autres compatriotes, avez constaté que certains universitaires s'insultent. Et c'est de tous les noms d'oiseaux
Mais offre tellement un spectacle désolant. Alors, on se demande si, comment des universités, des intellectuels n'arrivent pas à s'entendre sur un sujet, on dira plus ou moins scientifique, puisque c'est une question de droit. Voilà, c'est pourquoi j'implore vraiment l'indulgence des uns et des autres, parce que, vous voyez, ça ne fait pas plaisir de se retrouver entre deux courses au supermarché. Mais vous implorez l'indulgence de qui? Vous n'arrivez pas à vous entendre. De ses collègues. Mais vous n'arrivez pas à vous entendre. Moi, je m'entends avec tout le monde. Il y en a qui défendent des positions partisanes, qui n'ont rien à voir avec le droit, et vous demandez aux gens de vous comprendre. Oui. Comment on serait indulgent avec des gens qui ont des positions qui violent ce qu'ils ont fait comme sacerdoce? Vous comprenez pourquoi donc j'ai saisi l'opportunité de ce plateau sérieux pour leur dire, chers collègues, il faut arrêter cela. Parce qu'en fait, dans ce jeu de querelle qui devient vraiment horrible à écouter, vous avez ceux qui adoptent des positions de droit, et là vraiment ça ne devrait pas nous diviser, et d'autres adoptent des positions politiques. Partisanes. Oui, partisanes même, et je dirais même parfois communautaristes, pour expliquer une situation juridique qui est plutôt audible pour tout le monde. D'accord. Alors je pense qu'ils prennent bien conscience que le monde nous regarde, parce que moi, vous voyez, avec moi j'ai des cours à l'étranger, et j'ai des enseignements au Cameroun. Alors moi, ça me choque d'avoir des collègues qui m'appellent de Dakar. Le monde vous regarde et ne vous croit plus. Voilà, ne vous croit plus pour ça, il vaut mieux que je vous le dise. Ne vous croit plus. On sait aussi ceux qui sont sérieux. Hein. Bah oui, moi, ça me gêne quand même de voir comment certains se fourvoient. Ne vous en faites pas. Lorsque j'implore, je leur dis, écoutez, maintenant, arrêtez. C'est pour sauver certaines casquettes. Et puis, pour terminer, ce qui est choquant dans cette foi, voyez-vous, M. Boni-Philippe, c'est que quand un collègue finit par pondre des énormités, il vous dit que je suis agrégé, j'ai 8 doctorats, j'ai 9 DSS, j'ai 10 ici. Et vous vous rendez compte que la diplômite, vraiment, est ce qui est en train de noyer aujourd'hui les Africains. Vous savez, lorsque vous êtes un professeur de droit, un bon professeur de droit ou de sciences politiques, écoutez, les étudiants qui nous écoutent sur les plateaux nous connaissent tous en Là, vous faites allusion à qui, professeur Messanga? Je fais allusion à des collègues qui ne comprennent pas qu'ils engagent à un moment donné l'honneur de l'enseignement de l'université. Lorsqu'ils ils ont des prises de position qui ne correspondent à rien du tout. Parfois contradictoire. Alors, vraiment, je regrette de le dire. J'ai vu l'un des plus respectables de votre siècle qui a pour un même sujet deux positions, et heureusement, malheureusement, ça s'est passé sur le plateau de Club d'élite. Le professeur Abba Oyono, pour ne citer que lui, qui est quelqu'un dont je sais qu'il est d'une respectabilité incontestable chez vous, chez les universitaires. Alors, pour le sujet du mandat impératif dont on parle, sur Club d'élite, il a dit à un moment, il ne comprenait pas les positions du professeur Kamto, parce qu'il a refusé d'aller aux élections locales en 2020, législatives et municipales. Et après ça, le professeur Abba Oyono soutient aujourd'hui que le mandat impératif est plutôt favorable à Maurice Kamto. Donc c'est un peu le genre de choses à perdre finalement, c'est ceux qui vous suivent et ceux qui vous prennent comme vitrine de la société. En me demandant de vous accorder 30 secondes. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour Abba Oyono. C'est un juriste connu dont la notoriété ne souffre d'aucune contestation. Absolument. Mais ce que vous me dites là, si c'est vrai, il faut que mon frère Abba Oyono, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup, envoyé, je tiens mes deux. Et c'est même pas lui faire une faveur que d'avoir du respect pour lui, parce qu'Abba Oyono, c'est quelqu'un d'aimable. Durant des Nkwache et de Joseph Ouna, pour dire le moins. Et c'est quelqu'un aussi qui a su garder une position, une certaine liberté qu'on attend de l'universitaire. Mais maintenant, sur le mandat impératif, je vais chuter là-dessus, parce qu'en faisant cette remarque, il faut quand même que je dise aux collègues, regardons-nous en face. Lorsque vous avez l'article 3 de la Constitution, dans la hiérarchie de normes, l'article 3, c'est la Constitution qui est le statut de l'État. Lorsque vous avez à côté le code électoral, en droit, le code électoral est ce qu'on appelle une loi organique, c'est-à-dire qui organise et qui met en applicabilité la prescription constitutionnelle. Troisièmement, je termine donc. Pourquoi moi je prends une position honnête. Lorsqu'on vous dit, article 3, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Article 121 du code électoral, alinéa 1, les partis représentés. Représenter là, c'est mis pour qui? C'est mis pour les partis qui ont concouru au suffrage. Vous comprenez? Quand on dit les partis, on dit représentés. Mais écoutez, c'est dommage parce que ce sont des étudiants de deuxième année, de première année qui m'appellent, qui disent, mais professeur, nous sommes embarrassés. Parce que représenter là, c'est mis pour les partis. Alors maintenant, je chute, si on va au Conseil constitutionnel. Bon, vous savez qu'en droit, de hauts magistrats nous écoutent, M. Boni-Philippe. Lorsque vous saisissez une juridiction, il faut que le dossier soit recevable. Les avocats nous écoutent, aux magistrats, les maîtres en droit nous écoutent. La recevabilité, elle dépendra de quoi? Si je suis juge constitutionnel, je vais demander quels sont les partis politiques qui ont concouru à l'expression du suffrage. Donnez-nous la liste, parce qu'on doit siéger. On appelle ça la recevabilité. Alors on vous donne la liste des partis qui ont concouru. Bien, le juge constitutionnel va vous dire, maintenant que j'ai les partis, quels sont les partis qui ont concouru et qui sont représentés? Vous voyez que c'est d'autorité. C'est d'autorité. On aura... Et puis un troisième élément,
il y a une procédure, vous savez que le règlement intérieur de l'Assemblée, il fait partie aussi de la hiérarchie des normes. Ça veut dire que vous concourez, vous allez concourir. Alors, il y a... Alors, Luison est là. Luison est là. OK. Donc, vous avez écouté le professeur, le professeur Misanga Nyamding, qui nous dit une chose qui m'a un peu qui m'a surpris, parce que je suis encore allé, je me dis, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il dit ça? On connaît tous, nous tous, hein, les Camerounais maintenant ce que c'est que l'article 121. 121, alinéa 1, alinéa 2. Bon, on sait qu'il n'y a que deux alinéas. Mais il nous a dit que dans l'alinéa 1, on dit que on parlait des partis représentés. Je suis allé relire. Non. L'article 121 nous dit dans son alinéa 1, les candidats peuvent être soit investis par un parti politique. Point barre. On n'a pas parlé de parti politique représenté. Donc, sauf s'il a fait une confusion en voulant parler de l'alinéa 2. Mais il a quand même parlé avec autorité et on a vu quand même qu'il a fait beaucoup donné beaucoup de leçons à ses collègues du droit. Bon, quand on donne des leçons, il faut quand même être sûr qu'on ne se trompe pas. Ça aussi, l'humilité est quelque chose de très important. Donc, quand vous dites avec autorité que l'alinéa 1 dit que, alors que c'est pas ce que ça dit, ça peut poser des problèmes à des profanes comme moi. Je vais se demander que, bon, finalement, c'est cette constitution-là. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que même les hommes de droit n'arrivent pas à savoir lire simplement l'article? Donc, nous allons lire ça en totalité. Je vous laisserai la parole pour débattre sur quel est le problème entre l'article 121 de la loi électorale et la Constitution. Donc, l'article 121 nous dit, les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, point barre. C'est ce que ça dit. Petit 2 de cet alinéa 1, soit indépendant, à condition d'être représenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités d'origine de toutes les régions, à raison de 30 régions, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel du premier degré. Voilà. Donc, l'article 1, alinéa 1, nous dit, il y a deux volets. Soit tu appartiens à un parti politique, point barre. Soit tu es candidat indépendant, et on pose les conditions. L'alinéa 2, maintenant, de cet article 1, nous dit, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Partie 2, ci-dessus appliqué au candidat, c'est-à-dire avoir les conditions d'un candidat indépendant. Donc, soit vous appartenez à un parti politique ou vous êtes candidat indépendant. Si vous appartenez à un parti politique, il faut que ce parti politique-là soit représenté. Ou alors, on vous renvoie vers la condition d'un candidat indépendant. Je pense que, de manière ramassée, c'est ce que ceci veut dire. Maintenant, si c'est ça, est-ce que c'est en conformité avec la Constitution? You have the floor. Bien, alors, Aimé Boni, je vais préférer prendre la parole parce que justement, l'élément que vous avez mis est justement en lien avec le débat qui avait lieu avant que vous ne mettiez cet élément-là. Parce que tout est au niveau du sens que l'on veut donner à l'article 121, alinéa 2 notamment. Bon, parce que l'alinéa 1, en fait, ne pose pas de problème. Hein. Par rapport à son inconstitutionnalité, l'alinéa 1 ne me pose aucun problème. Il est suffisamment clair et chacun peut s'y conformer. Pour ma part, il ouvre la possibilité d'investir un candidat à tous les partis légalisés, peu importe qu'ils aient pris ou non part à une élection passée. Et pour la candidature indépendante, je crois que les conditions sont suffisamment précisées. Donc, pour moi, l'alinéa 1 ne pose aucun problème. Là où il y a débat, c'est l'alinéa 2. Et nous avons déjà dit, de ce qui est ressorti
des propos aussi bien de Abdourahmane que de moi, c'est de dire que cet alinéa qui parle de parti représenté consacre une notion que la Constitution interdit formellement. Et j'ai, pour davantage d'insister, j'ai convoqué le commentaire de mon collègue Mbargane Niaté sous l'article 15, alinéa 2 de la Constitution, qui insiste sur le fait que la Constitution camerounaise rejette, je dis bien rejette, toute idée de représentation partisane. Donc, et à partir de là, vous comprenez que sur le plan de l'analyse juridique rigoureuse, l'alinéa 2 de la Constitution et donc doit être réputé non écrit. Maintenant, si on doit le sauver, parce que lorsqu'on lit l'exposé des motifs, on se rend compte que le législateur voulait un peu resserrer les candidatures. Mais c'est de considérer peut-être que le législateur s'est trompé en choisissant des termes qui étaient incompatibles avec la Constitution. Mais s'il s'est trompé, la représentation doit retrouver son sens ordinaire. Il n'y a aucun dictionnaire sur cette terre qui définit la représentation telle que mes collègues contradicteurs le disent. Si vous prenez n'importe quel dictionnaire en droit, on m'a parlé de représentation commerciale et sous-saisie. C'est du pipeau. Ça n'existe pas. Prenez les dictionnaires de droit. Il y a le dictionnaire de droit constitutionnel. Ça existe. Allez me montrer là où il est écrit que représenter veut dire avoir pris part aux élections. C'est faux. Dans un parti représenté, le terme représenté doit être pris dans son sens tel qu'il ressort des dictionnaires. Et représenter quelqu'un, c'est figurer dans une instance en ces deux places. Et d'ailleurs, à cet égard, je vais vous permettre de lire la version encore anglaise de l'article 15, alinéa 2. À l'article 15, alinéa 2 de la Constitution, il est encore dit ceci. Vraiment, permettez, hein. Parce qu'il faut bien savoir que la Constitution, dans ces deux langues, l'anglais et le français sont des langues d'égale valeur, d'après la Constitution camerounaise. Et donc, quand le texte en français est ambigu, on peut se référer au texte anglais. Tout comme je l'ai fait tout à l'heure pour l'article 3, il faut bien comprendre ce que dit l'article 15, alinéa 2. L'article 15 dit, alinéa 2, je vais le retrouver, il dit chaque clairement... député représente l'ensemble de la nation. Non, je lis en anglais. Je lis en anglais. L'alinéa 3, pardon. Non, l'article 3. L'alinéa 3 de l'article 15. Il est dit, pas celui qui a interdit le mandat impératif. En anglais, il est dit any imposed mandate shall be null and void. Ça, c'est en anglais. Any imposed mandate shall be null and void. Quand vous lisez cet alinéa 3 en anglais, cela vous restitue bien l'idée que la représentation ne peut être que consentie. Il n'y a pas de représentation contre le gré du représentant ou contre le gré du représenté. En anglais, c'est très explicite. Any imposed mandate, c'est que tout mandat imposé est nul et non avenu. En anglais. Donc, de là, comment est-ce qu'on peut me dire que si on veut donner un sens au mot représenté, on doit admettre par exemple que M. Nietzsche représente le SDF. Quand vous lisez la version en anglais, Nietzsche qui a été exclu du SDF par le parti lui-même, vous voulez qu'il représente un parti en violation de cet article 15 tel qu'il est régi en anglais, any imposed mandate. Can you impose a mandate on someone? It is not possible in law. La Constitution le dit. Donc je dis, si on veut donner à l'alinéa 2 un petit sens, il faut prendre le mot représenté tel qu'il est défini dans tous les dictionnaires de la Terre. Je dis, je mets quiconque au défi de me donner une définition de représenté qui ne soit pas celle-là. Représenter, c'est siéger, figurer dans une instance pour défendre les intérêts d'une personne absente. Or, lorsque nous savons que les partis politiques sont des entités incorporelles, mais un parti ne peut être représenté que par un militant. C'est la logique la plus naturelle. Donc, les s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, je te permets, pour te dire honnêtement, on l'a dit, on l'a redit déjà 1 million de fois. Tu as insisté sur ça tout au long des 3 heures qu'on a passées. Essayons d'aller peut-être sur chacun, sur ce qu'il n'a peut-être pas dit, il n'a pas bien dit, pour qu'on avance. Parce qu'on arrive vraiment au terme de la journée déjà à 3 heures. Donc, essayons d'avancer. Mais vraiment, tu as insisté beaucoup sur ça, on l'a compris. Si tu peux citer, s'il te plaît. Non, tout à l'heure, j'insistais sur l'article 3. Hein. Je parlais de l'article 3 en anglais.
Je dis que chaque fois que ces deux dispositions, les dispositions en français sont ambiguës, il faut aussi avoir le réflexe de se retourner vers la version en anglais. L'article 3 en français, en anglais, nous a bien dit que les parties aident, shall help. C'est là où j'insistais. Et maintenant, l'article 15 parle de impose mandate. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, pour aboutir à la conclusion que quoi? L'alinéa 2, sur le plan juridique, est anticonstitutionnel, donc réputé non écrit. Maintenant, si on considère que le législateur a commis une bourde en retenant un concept que la Constitution réprouve, mais représenter, c'est siéger. Et je dis aujourd'hui, le MRC siège dans les assemblées citées par l'alinéa 2. Parce que si vous interrogez aujourd'hui Maître Tsapi Lavoisier, il va vous présenter sa carte de militant du MRC. Il siège dans l'assemblée. C'est ça siéger, c'est ça représenter. Donc vraiment, je dis, et ça c'est une compréhension purement politique. Parce que, ayant écarté le volet purement juridique, la politique c'est le compromis. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre la rigueur du droit de côté pour se dire, on fait comment pour avancer. Si on veut avancer avec cette alinéa 2, c'est de dire que un parti représenté, c'est un parti qui siège. Permets, Boni, que je revienne rapidement sur les détails que tu m'as interrompu, que tu ne m'as pas permis tout à l'heure de développer. Le professeur Essomba a beaucoup parlé sur les PV. Mais la valeur des PV n'a pas autre but que de déclarer les individus élus. Je dis dans le procès verbal, on ne parle pas, on ne fait pas état des partis. Je vais lire pour vous l'article 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, si vous permettez. Cet article 15 dit ceci. Alors, l'article 15 dit, à l'ouverture de la session ordinaire de plein droit, le doyen d'âge donne lecture à l'Assemblée nationale du procès verbal de proclamation des résultats des élections législatives et des noms des candidats proclamés élus, transmis par le Conseil constitutionnel. Vous voyez bien que le texte parle de le nom des candidats proclamés élus. Nulle part il ne fait état de leur parti. Parce que, justement, la décision du Conseil constitutionnel consacre les individus détenteurs du mandat représentatif que leur parti ne peut pas leur enlever. C'est l'individu qui est au centre du PV. Les individus proclamés élus. Nulle part l'article 15 du règlement intérieur ne parle de parti. Et donc, une fois que l'individu est investi, mais il va avec les prérogatives que la Constitution lui donne. Et par rapport à ça, donc pour l'activiser, tout à l'heure, le collègue a parlé du député qui décède et qu'on doit organiser les urnes. Mais ce n'est pas l'hypothèse que j'ai envisagée. J'ai parlé du suppléant. Parce que quand le suppléant ne peut venir que lorsque le titulaire a été nommé ailleurs. Alors, si on insiste trop sur le PV, le suppléant ne peut jamais se prévaloir d'un PV. Mais pourtant, est-ce qu'on va lui refuser qu'il est député? Pourtant, il est. Et je dis encore, quand on prend... S'il vous plaît, je termine, je suis, s'il vous plaît, rapidement. Oui, s'il te plaît, vraiment, passez un peu vite, s'il te plaît. Oui, l'interprétation que les collègues donnent, je leur pose la question. Si on organise l'élection municipale et législative et le RDPC rafle toutes les voix, ça veut dire que pour les collègues, il n'y a que le RDPC qui pourrait présenter un candidat à la prochaine présidentielle. Est-ce que c'est vraiment ça? Que le professeur Essomba note pour nous répondre. Prenez encore le cas d'un parti, qu'un parti est créé après les élections municipales et législatives. Ça veut dire que ce parti est complètement exclu du jeu électoral. Ça, Moïse, une minute. Une minute, s'il te plaît. Et dernière hypothèse. Je dis que vous devez comprendre que le droit de vote et le droit de candidater, qui sont des droits de l'homme, et là je dis, vraiment c'est le régime des droits de l'homme, quand on a affaire à un droit de l'homme, toute restriction à un droit de l'homme doit avoir un fondement textuel. Que les collègues nous disent le texte qui permet de sous-tendre toutes les analyses qu'ils font là. S'il n'y a pas de texte, excusez-moi, je vais dire un peu comme un leader politique le disait hier, c'est le droit du quartier. Ce ne serait pas le droit dans sa rigueur telle que nous connaissons. Et pour finir définitivement, je vais prendre une anecdote. Lorsque Coton Sport, au cours d'une année, Moïse, s'il te plaît, s'il te plaît. Je finis. 10 minutes, s'il te plaît. Lorsque Coton Sport est qualifié pour la Ligue des champions africaine, dans l'optique de la Champions League, il recrute des nouveaux joueurs. Ces joueurs vont jouer la Champions League africaine autant que ceux qui ont permis à Coton Sport
de se qualifier. C'est exactement le schéma qui correspond au phénomène de nomadisme avec le pouvoir d'investiture tel qu'il doit être appliqué au Cameroun. Merci. D'accord. Ça veut dire que on reconnaît aussi Opossa et Somba le droit de donner son exemple qu'il a donné tout à l'heure. Je ne sais plus trop c'était quel exemple, mais il a donné un exemple tout à l'heure pour étayer son argumentation, en sachant que dans la loi fondamentale ou même le code électoral, ce genre de cas d'exemple n'ont pas été évoqués. Anyway, alors, l'honorable, ça fait un moment que tu n'as pas parlé. Bon, c'est que tu as des problèmes de connexion. Est-ce que tu as un avis à dire avant de donner la parole à M. Abdourahmane et puis à Opossa et Somba?